Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Dans la première partie de cet épisode, j'évoquais avec Bertrand Vignal les enjeux et méthodes de la conception de milieux urbains. Embarquez avec nous dans cette deuxième partie pour en apprendre plus sur ce sujet, la manière dont l'urbanisme doit s'adapter au changement d'usage et de climat et l'impact de ce métier. Tu dis s'il y a de trop d'usure, c'est qu'on l'a mal conçu. C'est quoi les clés que tu as pour Oui, c'est pour, éviter ça finalement? ouais, oui, c'est qu'on l'a mal construit dans sa géométrie, c'est possible, on n'a pas mis les chemins au bon endroit ou, on a attiré trop de monde aussi. Mhm. On l'a rendu presque trop attractif par rapport à sa surface. Trop de programmes Ouais. au même endroit, donc trop d'effets on va dire, une ruche, quoi, et Ouais. donc qui dégrade énormément. Ok. Donc il faut trouver le bon niveau. Donc ça veut dire soit on n'a pas su réinterroger le programme envers les élus, par exemple, qui ont voulu donner beaucoup, mais c'était pas la bonne échelle, soit tout le monde s'est trompé, ça peut arriver. Donc le résultat, en tout cas, il est visible à ce moment-là, surtout. Par contre, on n'arrivera jamais dans un espace public en disant ça ne marche pas, je ne rentrerai pas dans ce site-là, je ne rentrerai pas dans cette rue. Globalement, cette situation Mm. n'arrive pas vraiment. Ouais. Voilà. Quand c'est un espace public, les gens y vont, voilà. Mais il y en a qui sont plus ou moins confortables parce qu'ils sont ombragés que d'autres, et ainsi de suite. Ok. Donc c'est un système assez complexe. Il n'y a pas vraiment d'écrit là-dessus, il n'y a pas de théorie là-dessus. C'est beaucoup à une espèce de, on va dire, d'expérience acquise de regard de tous les espaces publics et de les classer un peu par typologie. En gros, notre travail, nous, c'est vraiment regarder la ville, Mm. mais vraiment la regarder et regarder ce que font les gens dans la ville, ce qu'on fait pas vraiment, en fait. Voilà. Comment ils se comportent, comment les piétons s'évaporent. S'évapore, S'évaporent, c'est-à-dire c'est-à-dire que ce qui ils sont dans passe. une rue, ils sont dissuadés et cette rue, il y a plus grand monde. Et pourquoi il y a plus grand monde? Et si on l'a plantée, est-ce qu'il y aurait du monde? Est-ce qu'on enlevait une partie des parkings? Est-ce que ça rajouterait, je sais pas quoi? Ça ramènerait des terrasses, donc des lieux statiques, donc des gens qui sont là, donc on est attiré par les gens qui sont statiques, et ça ramène de la vie. Voilà. Ça, c'est Mm. le travail le plus fin à faire. Tout le reste, c'est de l'architecture du paysage, on va dire. Ce qui est dur, effectivement, c'est ce relationnel à mettre en place, c'est-à-dire faire de la vie dans la ville. Mm. Et y compris tardivement dans la soirée ou des choses comme ça, sans que ce soit du désagrément, mais qu'il y ait de la vie. Ouais. Et d'ailleurs c'est intéressant cette notion de tardivement. Je me disais, est-ce que c'est une des étapes du travail d'aller vraiment sur le terrain et d'observer ce qui se passe? Et si oui, est-ce que, du coup, il faut le faire à différents horaires pour voir parce que les usages sont pas les mêmes, Exactement. à 6 heures du matin, à midi, à 4 heures d'après-midi ou à 22 heures? Exactement, et surtout, les usages sont pas les mêmes, et surtout quand on va transformer, ça sera pas du tout les mêmes. Donc Ouais. c'est assez compliqué, c'est-à-dire on observe des choses qui vont être transformées. Mmh. Donc on s'en sert comme des noyaux, un peu comme du levain, quoi, des noyaux qui vont pouvoir, on va dire, se transformer en positivité. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on voit les usages quand ils sont sur place déjà. Alors ça, faut le garder, c'est intéressant, ça c'est intéressant. Il faut surtout pas casser Ouais. ce parcours-là, il faut surtout pas casser cette logique économique de ce petit commerce. Ainsi, il faut qu'on puisse bien le desservir, il faut le valoriser, et ainsi de suite, pour tirer parti déjà de ce qui existe. Mmh. Voilà. Et après, effectivement, il faut réfléchir à toute la saisonnalité au sens large, c'est-à-dire comment on se développe dans une saison, il fait froid, chaud, hiver, nuit et heure de la journée. Et ça, donc on travaille avec des anthropologues, une anthropologue urbaine notamment, qui est en Mmh. Suisse, qui s'appelle Sonia Lavallino, qui théorise tout ça, qui fait beaucoup d'observations, des centaines d'heures sur des sites, OK. et qui théorise le comportement humain des tout Intéressant. petits, des plus grands, dans l'idée de dessiner autrement. C'est là qu'on se rejoint, l'espace public, en disant qu'aujourd'hui, l'espace public n'est pas celui qui correspond à la manière dont on vit la ville. C'est-à-dire dont on doit y rester, dont on doit pique-niquer dans l'espace public, ce qu'on peut trouver en bas de chez soi.
Voilà, c'est pas le bon dessin. Actuellement, je l'ai déjà dit, mais la ville est dessinée à partir du dessin des mobilités de voitures. Mmh. S'il y a des trottoirs, c'est parce qu'il y a des voitures. S'il y a des carrefours compliqués, c'est parce qu'il y a des voitures. S'il y a des parcs à des endroits, c'est parce qu'il y a des voitures. On range les choses. Mmh. Dès lors qu'on enlève une partie de ça, et ben, on peut faire des continuités entre des parcs qui ressemblent à des parcs, mais qui ne sont pas des parcs, mais qui sont une expérience de parc. Ouais. Voilà. Et ça, on peut le retrouver en bas de chez soi. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce que là, on peut commencer à développer d'autres imaginaires pour les enfants, pour les plus anciens, et notamment aussi, on peut surtout acclimater la ville face au réchauffement climatique en bas de chez soi, en réduisant la température, ce qu'on peut mieux planter, et ainsi de suite. Donc c'est tout ce mécanisme qui est en place et qui fait partie, évidemment, là, d'une expérience, on va dire, à explorer, et on est au début de cette réflexion, on ne sait pas trop faire, en fait. Ouais. Voilà. Donc le métier va beaucoup changer et la réponse de l'espace public va énormément changer dans les années à venir. Grâce ou à cause, notamment du réchauffement climatique. D'accord, ouais, c'est un Voilà, gros impact, gros impact, ouais, qui est pas complètement mesuré, mais qui va changer le dessin, on va dire. ouais, parce que du coup, il y a enfin, vous avez des programmes, j'utilise le bon terme, des programmes qui sont vraiment orientés sur cette question-là, j'imagine? Alors, de plus en plus, mais depuis 2 ans, on va dire. OK, Avant, il y avait toujours ces questions, il faut prendre en compte un petit peu, mais maintenant on a par exemple des programmes de parcs qui sont des programmes de parcs, forestiers. OK. Là où, avant, c'était évident qu'il fallait la volonté. Là, c'est des dynamiques naturelles où il faut des grandes membranes, plantées pour faire des grands effets climatiques sur le quartier. C'est des choses qui n'existaient pas du tout avant. Donc ça, c'est au détriment, par exemple, d'autres usages. Mmh. Parce qu'il faut beaucoup de surface. Donc, voilà, ça tiraille. Il faut trouver le bon niveau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver de la place ailleurs. Et la place, elle est dans la rue, par exemple. Il y a beaucoup de place dans la rue. Mmh. En fait, si on enlève une partie des voitures, il y a beaucoup de place. Partout. Voilà, donc c'est tout ça qui est en train de changer, mais tout ça n'est pas complètement net parce que ça tiraille, bien sûr. La transition est toujours un système complexe, mais il faut y aller. Mais les programmes, effectivement, évoluent énormément là-dessus. Et toi, si c'est pas dans le programme, c'est quelque chose que tu peux pousser, Exactement, en fonction de la sensibilité de la exactement. mairie, par exemple? Ouais. Ce qui peut faire la Ouais. différence, voilà. En tout cas, nous, notre travail, c'est aussi d'amener toujours cette narration bien placée, Mmh. c'est-à-dire simplifiée, mais pas simpliste. On va dire ancré sur des analyses très précises de chiffres, de surface, de mobilité, de nombre de voitures, je sais pas quoi, qui permet aux élus de se dire: «OK, ça me semble cohérent, j'ai un discours bien monté, bien ancré, bien solide, mais simple à expliquer, et ben, j'y vais. Mmh. Je défends ce truc-là». Voilà, ça c'est l'idéal dans notre réponse. OK. Et là, on est là pour ensuite appuyer ça. Et dans ce cas-là, la file se transforme de cette manière. Sachant que, et on en avait parlé un petit peu avant, la transformation de l'espace public est très lourd, très lent. Mmh. Voilà. Parce qu'une fois qu'on pose des bordures, des choses comme ça, on les pose pour normalement assez longtemps. Et donc, on a des réponses qui sont peu agiles Ouais. par rapport à des transformations d'usage qui sont de plus en plus rapides. Voilà. Donc, il faut anticiper la possibilité de flexibilité de l'espace public. C'est-à-dire que les choses changeront et que, notamment, où est-ce qu'on met les arbres, parce qu'eux, ils ne changeront pas normalement, Mmh. et tout le reste pourrait changer. Ouais. Et donc, il faut donner la possibilité aussi d'endroits qui sont peu programmés pour qu'on puisse les programmer plus tard, ou que justement, ils ne sont pas programmés, c'est des espaces libres, une programmation très libre, ce qui fait aussi la richesse de la ville. Et on ne décide pas, toi, tu vas faire du sport à cet endroit-là, toi, tu vas jouer là, mais il va se passer des choses à cet endroit-là, et elles seront un peu maintenues, mais elles sont libres. Ça, c'est aussi des recherches qui sont en Ouais. place. Et ça, c'est quelque chose qui est, assez important. Moi, je me disais, dans l'urbanisme, justement, les choses, elles sont assez figées. Oui, Une fois que tu livres, ben, ça va pas exactement, rebouger dans 3 mois, par rapport au logiciel où on peut toujours, s'adapter après coup. exactement. Et ça rejoint la thématique dont je parlais tout à l'heure, je disais, on a un tout petit peu abordé, c'est celle de l'évaluation. Comment évaluer que ce qu'on a fait correspond aux besoins et est adapté aux usages, et cetera. Nous, dans le domaine du logiciel, c'est quelque chose qu'on fait à différentes étapes, quand une fois qu'on a livré, on va, faire des tests utilisateurs, enfin, quand le logiciel est livré, hein, on va faire des tests utilisateurs pour, vérifier que, que les gens arrivent bien à l'utiliser. Comme je disais tout à l'heure, que c'est fluide, qu'ils savent, intuitivement qu'est-ce qu'ils doivent faire, et cetera.
Et si ça l'est pas, on peut facilement adapter, en refaisant un petit peu de développement. Ça, c'est une étape, c'est l'étape finale et puis ce qu'on aime bien faire, pour, pas perdre de temps et on dit se tromper le plus tôt possible, Ouais, parce bien que c'est sûr, moins coûteux, bien sûr. c'est de faire aussi des tests utilisateurs sur des maquettes, des prototypes. On dessine les écrans avec, on a un logiciel qui nous permet de faire que si on clique à tel endroit de l'écran sur tel bouton, ben, ça affiche tel autre écran. Donc c'est pas le Sans mettre logiciel toute la développé, mécanique en place, voilà, évidemment. c'est vraiment, Ouais, voilà, des super. maquettes liées avec des pages liées les unes aux autres. Et ça nous permet déjà de recueillir, des retours utilisateurs. Donc tu disais tout à l'heure que, quand même que tu disais que Ouais. vous montriez des maquettes. Alors Oui, ça a rien à voir, c'est des dessins, dans le tu vas pas construire ton truc en polystyrène pour qu'ils puissent, mmh. le tester, j'imagine, mais il y a quand même un 1er niveau de Alors, feedback des utilisateurs que voilà, tu il y prends a assez tôt. exactement, il y a, dans les études, on peut présenter beaucoup de choses, des images, perspectives qui permettent de se représenter ce que ça Ouais, va être, suite à tout justement cette concertation et tout. Il y a un autre niveau, alors ça c'est déjà pas mal, mais ça reste assez, externe. Après, il y a un autre niveau qui s'appelle la préfiguration, mmh, où on préfigure sur l'espace public des usages qui pourraient avoir lieu et on fait un rétro, contrôle de ça. C'est-à-dire, je sais pas toi, si, les gens veulent, des lieux de sport, de nature, tout ça, on peut préfigurer, c'est on peut installer des choses temporaires mmh, et on voit comment ça marche. Et on interroge les gens sur, est-ce que c'est le bon niveau? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faudrait plus de choses comme ça? Et ainsi de suite et on voit si cette pratique fonctionne, par exemple. Donc ce qu'on a fait à la place Grand Clément, qui est en chantier actuellement, ouais, à Villeurbanne où, on a eu le concours en 2016, mais comme le tramway a mis beaucoup de temps à arriver, on a eu le temps de préfigurer cette place de marché et parking en trouvant le bon niveau entre, encore parking et assise, par exemple, aire de jeu, kiosque, pourquoi? Donc et vous avez testé des choses, on a c'est ça? testé des Ouais. choses, au fur et à mesure des années, on a fait des retours et des choses qui ont été énormément dégradées. Bon, ça voulait sans doute dire que c'était pas trop bon. Mmh. Ensuite, on a, recueilli la parole, des gens, des utilisateurs qui étaient sur place. Voilà et ça permet d'affiner un petit peu le projet, Mmh. et surtout ça permet d'occuper et d'acclimater les gens à une transformation. C'est pas vous voyez des perspectives en images. Ensuite, il y a le chantier qui est très compliqué pendant 1 an et demi, vous êtes exclu du sujet et ensuite il est livré. Ça permet, si on le place aux bons endroits, et ben, de proposer des espaces qui vivent quand même déjà, qui sont déjà un petit peu aménagés, Mmh. tout au long des études, tout au long du chantier. OK. Et donc de limiter la rupture, et la cassure qu'il y a entre un désir et une réponse. Et parce que souvent, c'est le cas et il y a, 3 ans, 2-3 ans de Mmh. chantier, donc ça casse toute dynamique, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ça, OK. c'est tout ce qui est préfiguration. Ouais. On l'a fait aussi à un endroit qui s'appelle le Champ, à Lyon, là, au bout de la confluence, où il y a un lieu qui s'appelle la station Mu, une Ah oui, structure, je connais, ouais. qu'on a inventée, voilà, c'est un pur produit d'invention d'appel d'offres, OK. c'était pas demandé. On a fait un lieu, c'était un endroit très aride. On s'est dit: «Il faut faire un lieu du partage des, savoirs de Mmh. fertilité au Mmh. sens large». Donc, par exemple, c'est là où toutes les écoles font leurs, fêtes, c'est là où il y a des tas d'ateliers sur la question du paysage dans la ville, c'est là où il y a des événements sur la danse aussi, qui sont des sortes de fertilité, créatrice, voilà. Donc on a créé ce lieu qui est programmé et qui attire les gens et qui permet d'attendre que ce projet qui va prendre, 10 ans à la libération de chaque terrain, puisse quand même, être un lieu dans lequel on va en destination Mmh. et on commence à installer dans notre tête, le schéma mental de cette destination et on n'attend OK. pas que la ville soit finie. Ouais. Et Du ça, coup, ouais, c'est c'est dans l'idée qu'il y ait une continuité. exactement. Et puis dans l'idée que les choses ne sont pas, on est moins en attente, on est plus actif finalement, au quotidien. Il se Mmh. passe toujours des choses et on est plus, acteur de notre ville notamment. Et puis on est plus, on fait plus des lieux de partage aussi, et ça va avec cette idée du voilà, du partage de l'expérience aussi. Mmh. Et ce qui est difficile peut-être par rapport au logiciel, c'est que la correction, une fois que c'est dessiné, une fois que c'est construit, elle est très difficile. Voilà, Ouais. elle est très, très difficile. On Et devrait donc oui, investir de tu l'argent. parlais tout à l'heure du fait que il faudrait que ça puisse, évoluer, Exactement. plus facilement. C'est quoi les moyens pour mettre ça en place? Bah, je pense que, bah, on n'en a pas beaucoup à notre disposition. On a, bah, je pense qu'il faut faire de la sobriété.
C'est-à-dire, par exemple, des matériaux de sol qui sont facilement remplaçables quand on fait des choses en stabilisé, Mmh. même si c'est pas lu comme quelque chose de très qualitatif, c'est facile à remplacer. On fait des choses en béton, on ne vient pas recasser du béton. C'est Ouais. fini. OK. Et pourtant, souvent, on vient recasser du béton parce qu'on a oublié de faire un branchement pour 2 ans après, le logement qui va s'installer là, parce qu'on ne pouvait pas le savoir. Et donc, ça vient refaire une rustine. Donc, c'est pas idéal. Donc, c'est là que ça se joue, c'est-à-dire dans la souplesse Mmh. de possibles interventions futures, en se disant, on va peut-être pas, à cet endroit-là, ça va être une bord de l'espace public fragile, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Attention, Mmh. on va pas, on va mettre quelque chose qui serait facilement D'accord, ouais. remodelable. Et on va charger les choses plutôt dans un endroit qui paraît plus tenu et qui va moins évoluer, par exemple. Ça peut être une réponse. Ouais, OK. Mais ça, c'est pas des choses qui étaient vraiment en place avant et qu'on regarde maintenant, Mmh. fortement. Parce que tout ça, c'est de l'argent public. Ouais. Et donc, voilà, contrairement à ce que tout le monde pense, l'État investit beaucoup quand même dans l'espace public. Tout ça est gratuit. On oublie. Au Mmh. quotidien, les parcs sont gratuits, tout est fait avec l'argent public, donc c'est quand même beaucoup de choses. Et si on mettait effectivement des prix au mètre carré sur les choses, c'est pas rien. Hein. C'est 250 € le mètre carré, hein, un espace public. Mmh. Chaque fois qu'on fait un pas, on marche sur 250 €. Donc ça dit beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Ça va vite. Et tu penses que c'est lié, enfin, cette non-conscientisation du prix, a un lien avec la dégradation? Enfin, ça me fait penser, en fait, à un épisode qu'on a fait C'est sur, possible. sur les médicaments et où les personnes que j'interrogeais me disaient que selon les cultures, en fait, le rapport aux médicaments n'était pas du tout le même parce que, ben, typiquement en France avec la sécu, ben, en Bien pharmacie, on sûr, ne sait même pas combien bien ça sûr. coûte. Donc on en a trop, on le jette, on s'en moque. Alors il y a Exactement. d'autres pays où la seringue, le contenant, parce qu'eux, ils faisaient les contenants, ça a de la valeur, en Bien fait, parce sûr. que quand tu as payé 80 € ton truc, Moi, je tu suis fais un fervent attention. défenseur qu'à la pharmacie, on ne paye pas, mais on nous donne Qu'on le nous prix. Ouais, c'est ça, qu'on sache au moins Je combien suis ça coûte. vraiment. Et je me demande si du Ouais. coup, l'espace public, est-ce qu'il y a pas aussi un peu de ça? Ah, bah, moi, je serais élu, c'est ce que je ferais, mais Sur le parc, sur la balançoire, tu écris le prix de la balançoire pour oui, on donne des dissuader de prix, on donne des prix globaux de projet, tout le monde est au courant, mais comme c'est pharaonique, à l'échelle d'un oui, on se rend pas salaire, on compte. se rend pas compte. Et on est Alors que habitué à un parc qui vaut 20 millions, bon, bah, ça vaut 20 millions, mais c'est stratosphérique ouais. quelque part. Et effectivement, est-ce que ça limiterait la dégradation? On voit que chaque fois qu'on fait on bosse aussi avec des chercheurs en nudge. On Mmh. aime bien Ouais, tenter ça, parce qu'on OK. pense qu'il y a des parallèles assez forts dans l'incitation, on va dire, soft. Mmh. Et on se dit, bah, effectivement, si on mettait sur une balançoire un prix, bah, sans doute, de manière incroyable, il y aurait moins de dégradation. Mais Vous l'avez pas on saurait testé? pas, ce qu'on se rend compte, par exemple, grâce à des études qu'on aime bien chercher, mais qui n'existent pas beaucoup, c'est que si on prolonge les enfants dans un espace public tard le soir, ce qui arrive beaucoup dans les pays d'Espagne, parce qu'ils sont décalés, Mmh. ce qui va arriver en France, vu qu'on va être plutôt à l'heure espagnole dans 20, 30, 40 ans à cause du réchauffement, c'est-à-dire que les enfants vont sans doute se décaler un petit peu dans Oui. l'endormissement et ainsi de suite, et tout va s'harmoniser avec les horaires d'école et tout, sans doute, en tout cas il faudra. On voit que si on tient les enfants plus tard dans l'espace public, je dis n'importe quoi, jusqu'à 9 h du soir, c'est tard, mais eh ben, on a une chute drastique des dégradations nocturnes, alors que les deux publics ne se sont jamais rencontrés. Ah oui. Et on ne peut pas expliquer, sans doute parce que, quand même, ils ne présentent plus longtemps, donc ça dissuade des gens qui arriveraient à ce moment-là et qui finalement ne vont pas aller là Mmh. pour dégrader, et ainsi de suite. Donc il y a des corrélations très fortes. Ah, c'est Et drôle, ouais. ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, pour nous, c'est un peu du nudge, quoi. Ouais. Et ces choses-là, là, il y a un tapis rouge, entre guillemets, ou d'études qui n'est pas du tout poussé et qui nous intéresse vraiment. Mmh. OK. Et donc là, ce qu'on appelle un peu la coveillance, voilà, c'est-à-dire une surveillance, mais on va dire en communauté, quoi, mais au sens soft, c'est un peu le frère inconnu de la vidéosurveillance, quoi. Mmh. Où, oui, il y a la vidéosurveillance, mais en fait, ça sert à rien vu que de toute façon, on ne retrouve jamais les bandes. Et il y a ce sentiment que bah, s'il y a beaucoup de vie, eh ben, ça peut dégrader, mais ça dissuade Ouais. les malfaçons. Donc il faut ramener de la vie dans la rue. Ça, c'est OK. très important. Voilà. Ah, Et c'est là, intéressant. ça réduit fortement les dégradations. OK. Voilà.
toujours. Et donc, pour amener de la vie, ben, il faut le caler le bon niveau pour qu'il y ait des gens intéressés sans que ça fasse des dérangements à 22h, qu'il se passe quelque chose, sans que ça soit embêtant pour les autres. Et il faut trouver le bon niveau, mais c'est ça l'avenir des rues. Voilà. En tout cas, de l'espace public. Pour nous. Ça me fait venir une autre question, mais je vais d'abord terminer sur la partie évaluation du Oui. coup. Une fois que vous avez livré, il n'y a pas d'évaluation de comment c'est utilisé, est-ce qu'on pourrait l'améliorer, ce genre de choses? Il y en a sans doute, mais on n'est pas au courant. Parce qu'on est sorti du projet. Ouais, en tout cas, vous ne le faites pas. Nous, on ne le fait pas. On travaille du coup justement avec des anthropologues qui peuvent le faire sur nos projets ou sur d'autres projets. Et chaque projet est particulier, mais quand même, il y a des grandes familles de réponses, donc on peut transposer des choses pour essayer de l'adapter à nos projets. Donc ça nous permet d'avoir un feedback. L'autre travail, c'est d'aller sur les projets. Nous, ça on le fait. De se balader, d'emmener nos enfants, voilà, et de regarder, d'écouter. Et ça, c'est super quand on fait des projets dans la ville où on vit, parce que ça permet d'avoir beaucoup d'enseignements. Je l'ai fait énormément par Blandon, notamment. Ce qui m'a permis de voir comment il est vécu, d'écouter les critiques, les trucs positifs et tout, en se mettant derrière les gens. Et ça, on le fait, on s'interroge beaucoup, mais en gros, on n'a pas de système de critères avec des choses très établies qui arriveraient qui une note de satisfaction de 89,5 sur 100. Ça n'existe pas et on est très content que ça n'existe pas parce que globalement, je pense que c'est très 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 dur. C'est un système tellement complexe, le milieu de vie et de l'espace public. C'est assez dur de le noter, quoi. Ça, tout de suite, ça renvoie les choses dans des caricatures un peu. Donc, le meilleur exemple, c'est le respect du site. Si le site semble respecté, pas trop usé, et qu'il y a quand même du trafic, parce que s'il est respecté parce qu'il n'y a personne. Voilà, et qu'il y a du trafic, et qu'il y a du monde, mais ça tient. Et Blandon, là-dessus, est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on a des endroits de friche très spontanés, où ça pourrait être complètement dégradé. C'est très, très respecté, alors qu'il y a 30 000 personnes un samedi à Blandon. Non, pas à Blandon. Et oui, il y a de l'usure un peu, mais ça va à peu près. Ça, c'est le bon niveau. Mais on le sait après. Ouais. Bah, moi, j'y étais hier, du coup, comme je te disais tout à l'heure. Et ce que tu viens de dire, ça m'évoque deux choses. Alors déjà, côté logiciel, nous, on a des questionnaires pour évaluer la qualité de l'expérience utilisateur. Et donc, en revenant, je me suis dit, ah, mais en fait, demain, je fais un épisode sur l'expérience utilisateur dans l'urbanisme, avec notamment l'exemple de ce parc. Ce qui serait chouette, c'est que j'arrive à mesurer la qualité de l'expérience qu'a vécu mon fils, par exemple. Bien sûr. Et en fait, je me disais, je ne sais pas du tout s'il existe des questionnaires adaptés pour les enfants. Donc, je fais un petit mail à la dernière personne que j'ai interrogée sur le podcast, là, que j'ai invitée sur le podcast, Guillaume Grenier, qui est spécialiste un peu des questionnaires. Donc, je verrai ce qu'il me répond. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu sa réponse. Mais en tout cas, je me dis, ça peut... Voilà, il existe, en tout cas pour les adultes, des questionnaires qui sont très... qui sont pas dans la caricature, je pense. Je pourrais t'envoyer une référence, mais qui sont... Ce qu'on voit souvent, c'est tu vois, des paires de mots. Et puis, tu as une échelle de 1 à 7 entre les deux et il faut placer un curseur entre les deux. Donc, par exemple, tu vas choisir entre est-ce que c'est, je sais pas, clair ou obscur. Bon, là, on parle d'un logiciel. Voilà. Et puis, voilà, tu as un curseur et tu le mets entre les deux. Des fois, ça paraît pas forcément en adéquation avec le logiciel qu'on vient de tester. On peut toujours mettre au milieu si vraiment... on ne sait pas. Et puis, et en fait, il y a quand même des tendances qui ressortent et ça permet de mesurer sur différents axes. Sur l'axe, par exemple, justement, est-ce que c'est clair, c'est fluide, on comprend bien. L'axe, est-ce que c'est stimulant, c'est novateur. Et donc, ça donne un panorama assez complet. Mais bon, voilà, sur les enfants, je ne sais pas si ça existe, à creuser. Et sur quels enfants Oui. Je crois qu'il y a des enfants de 0 à 3, oui, c'est vraiment différent des 3 à 6. Évidemment, et c'est là où c'est intéressant. Je sais que d'ailleurs, pour la partie plus idéation sur les petits, on peut les inclure sur des trucs d'idéation, par exemple avec de la pâte à modeler ou avec des outils différents de ceux qu'on utiliserait avec des adultes. Mais il existe des choses. Il y a un champ des possibles, je pense, dans l'analyse, notamment dans ce milieu, qui n'est pas du tout exploré. Ou peut-être par un thésard quelque part, mais qui n'est pas du tout la norme et qui n'est pas, quelque chose que mettent en place les élus. Ou en tout cas, on va dire les maîtrises d'œuvre publiques.
qui ont déjà beaucoup de choses à faire, je pense. Et pourtant, je pense que ça serait vraiment intéressant. Et de l'autre côté, il faudrait qu'ils mettent en place aussi la même chose, c'est-à-dire quels sont les bienfaits, on va dire chiffrés, data, de transformation de la ville. C'est-à-dire, on sait, les Américains sont très forts à ça, les Anglo-Saxons sont très forts à ça, où ils savent qu'un arbre planté à New York au début a une valeur écosystémique de $1 300 et que plus il grandit, plus il prend de la valeur écosystémique et ensuite il fait $300 d'économie de santé par personne, il fait ça, eux ils fonctionnent comme ça. Génial. Et il y a des jeux de logiciels qui s'appellent un logiciel qui s'appelle iTree, où tous les arbres sont répertoriés et on peut prendre un parc et regarder la valeur écosystémique du parc en dollars, en captation de soufre, il y a un petit côté théorique, mais ça donne un bilan chiffré qu'on peut mettre en face d'une dépense. Et en France, on ne fait pas du tout ça, parce qu'on n'est pas dans cette valeur du chiffre, pas du tout. Et je pense qu'il faudrait passer par ça. C'est là où ça donnerait beaucoup de clés facilitantes à débloquer des projets, voilà, notamment pour tous les effets. On sait que dès qu'il y a un espace vert de 50 mètres sur 50 à moins de 300 mètres d'un logement, il y a une réduction assez drastique des dépressions. 50 mètres par 50 mètres, c'est rien. Et ben si, il y a un effet. C'est des effets qui semblent complètement... Et pourtant, ils sont très forts. Et c'est là, je trouve, qu'on voit qu'on est des animaux. Au bon sens du terme. Du coup, ça a été mesuré par des chercheurs. Ça a été mesuré par les chercheurs et tout. Mais voilà, donc nous, on picore toutes ces choses-là. On essaie de les rassembler, mais je pense qu'il faudrait que la ville passe plus par ces mesures, ces data un peu, qui montreraient que on fait pas que de l'investissement à perte, quoi. Oui, Et que ça a des effets d'emballement. Finalement, la balance, elle est voilà, il y a des effets d'emballement. On met un élément, mais ça a des valeurs écosystémiques qui sont très fortes. Donc, voilà. Ok, super intéressant. C'est une question qui m'intéresse vachement en ce moment, de se dire que dans mon métier, justement, l'expérience utilisateur, le fait de bien penser et de faire qu'elle soit fluide, harmonieuse, ça a de l'impact, et notamment sur le bien-être. Alors, j'en suis pas à transformer le bien-être en euros, mais j'en suis à déjà essayer de mesurer, là, sur un projet que j'ai terminé, je viens de lancer un questionnaire pour essayer de mesurer le temps gagné par les personnes. Avant, ils travaillaient sous Excel. Il avait un fichier hyper compliqué pour saisir les données, etc. Et donc, on en a fait une application. Et donc, l'application, alors, j'ai l'impression que ce qui mettait 15 minutes à faire avant, ils mettent 2 minutes à le faire maintenant. Mais c'est ça que je veux mesurer, entre autres. Donc, combien de temps ils gagnent sur une action qu'ils font plusieurs fois par jour, tous les jours. Au niveau de l'entreprise, je crois qu'il y en a 100 000 qui ont été faits en un an. Donc potentiellement, là, on peut facilement transformer en euros aussi le gain, mais aussi mesurer en termes de stress, de qualité de vie, d'équilibre vie perso, vie pro, parce que peut-être que ce truc-là, c'était tellement compliqué qu'ils le faisaient le soir, et ainsi de suite, qu'ils le faisaient le soir sur leur temps perso. Voilà, d'essayer d'évaluer un peu ces différents impacts. J'attends les résultats, je n'ai pas encore eu. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de se dire, voilà, on ne fait pas ça juste pour que ce soit plus sympa. Il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. Ça, dans notre milieu, c'est pas du tout en place. Et c'est pas, je dirais, même pour être très franc, c'est pas dans le milieu. C'est-à-dire, même chez mes collègues, c'est pas du tout quelque chose qui est tellement regardé. Nous, on est une agence assez atypique là-dessus, je pense. Parce qu'on a bossé pas mal avec des boîtes anglo-saxonnes, justement, des architectes et tout, qui fonctionnent beaucoup comme ça. Et ça nous a pas mal influencé. Donc, c'est plutôt la rencontre qui nous a influencé. Sauf que les modèles d'analyse pour relever tout ça sont pas du tout en place. Et ça va arriver. Mais pour l'instant, ça l'est pas complètement. Donc, on fait un petit peu au feeling. Voilà, c'est assez artisanal, quelque part. C'est très pro et assez artisanal. Mais on aime bien aussi. Ça ressemble un peu aux années 60. C'est un monde qui était sympa, quoi. Voilà, donc, mais ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on ne parle que de dépenses, quoi, en France, de dettes. Et pas de ce qu'on gagne. Et c'est pour ça qu'on se raccroche beaucoup, nous, un peu à toute la pensée de global care, enfin de santé globale, là, qui est je prends soin des animaux et des végétaux, et ça a un effet sur moi. Et ça, on croit beaucoup à ça. C'est un peu l'essence du paysage, d'ailleurs. Il faut arriver à bien
à le mesurer, pour le montrer, pour le démontrer, pour Faut convaincre. démontrer, mais voilà, et plus on le fera, plus on aura des arguments et plus on pourra créer, par exemple, des logiciels liés à ça, je pense. Et il en existe, mais c'est nécessaire. Et du coup, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La deuxième chose sur le parc Blandan que ça m'a évoqué, c'est à un moment, donc, je me baladais et j'ai vu, il y a une butte. Donc, il y avait des petits escaliers ici et ben, un chemin tracé par les usagers Ouais. là. Donc ça, c'est une image, en plus, c'est rigolo, c'est un mème dont on se sert souvent pour expliquer la différence dans notre métier entre l'expérience, la partie UX, expérience utilisateur, et la partie UI, donc le design. Et souvent, on revoit cette image avec deux chemins, tu vois, un chemin très joli, c'est l'UI, c'est ce qui a été design, c'est ce qui a été designé. Et puis, tu as le chemin où les gens sont passés, et ça, c'est la vraie expérience. Et du coup, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Exactement. J'ai fait une petite vidéo. On en a Et, plein. et je me demande, quand tu vas dans le parc, tu vois ce genre de choses, est-ce que tu peux dire, en fait, oui, l'escalier, on aurait dû en mettre un ici, faisons-le, quoi. Enfin, c'est pas toi qui décides de le faire, mais est-ce que tu peux le proposer? Est-ce que tu as moyen de proposer des améliorations après coup? Ah, c'est un grand sujet, justement, c'est ça un peu, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on s'est planté à 0,01%, ça Ouais, voilà, représente c'est une un petite détail, partie mais et que les gens ont corrigé eux-mêmes Mmh. et ça nous gêne pas. Par OK. contre, ça peut être lu comme un système d'usure, voilà, qui est pas au bon endroit ou alors des fois, alors faut essayer de trouver les raisons pourquoi il y a ce chemin. C'est-à-dire, ça Ouais. peut être effectivement parce que c'est mal dessiné, le chemin n'est pas au bon endroit, c'est la principale raison, l'escalier ou le Ouais. chemin dont tu parles, le chemin officiel. Mmh. Ça peut être une décision des enfants d'un parcours plus nature. Mmh. Ça arrive souvent, notamment à Blandan, il y a des escaliers dans le front forestier, ce qu'on appelle le front forestier, avec beaucoup de chemins sur les côtés parce que c'est intéressant de monter et de descendre. Mmh. Et donc on lit ça, que c'est parcours un peu aventure, OK. parallèle. Ouais. Et ça veut dire que c'est-à-dire que ça n'a pas été pris en compte, ça manquait. Et cette expérience double ou triple dans l'espace public est nécessaire. Et difficile à faire parce que souvent on n'a pas la largeur. Et pourtant, au Danemark, quand on revient de l'école, il y a deux types de parcours. Il y a le parcours normal et le parcours sauvage. Le parcours sauvage, c'est un parcours plus long qui passe par des petits boisements avec des cordes, des trucs comme ça. Voilà, ils ont les deux, souvent. Ça, je trouve ça génial, quoi. Ça permet d'avoir les deux. Donc là, ça peut être ça. Et après, il y a, en tout cas, quand il y a une mauvaise interprétation, c'est ce qu'on appelle les lignes de désir. Les lignes de désir, c'est passer en travers, quoi. C'est-à-dire, c'est plus logique, on va droit, voilà. Donc, et ça, pour être très franc, c'est quelque chose qu'on nous a très peu appris dans notre métier, vu qu'on est issu d'une composition. En termes de paysage, l'architecture, c'est issu de la maîtrise de la composition, voilà, le nôtre, comme les paysagistes classiques, et que la ligne de désir, ça c'est issu du monde sauvage, quoi, des animaux, qui vont prendre le plus droit chemin pour aller à tel endroit. Oui. Et donc, en ce moment, on a la rencontre des deux. Voilà. Okay. Je parle beaucoup de ça, mais faut aller. On a toujours cet instinct animal, nous, qui est logique et tout. Et souvent, on dessine les choses en angle droit, ce qui est illogique. Oui. Parce que la ville est en angle droit, parce que les voitures nous obligent à faire de l'angle droit, alors qu'on cherche à traverser à 30 degrés, en biais, tout le temps. Et c'est dangereux. Et l'avenir, c'est le biais. L'avenir, c'est le biais. Okay. Le biais, il permet de ne pas user les angles. Dans les massifs, par exemple, le biais, il permet d'aller plus court. Le biais, il permet de voir la ville un peu autrement, de voir des perspectives plus longues. Le biais, c'est l'avenir du dessin. Je suis en train d'imaginer les passages piétons du futur. Exactement, c'est exactement ça. Ou pas de passage piéton. Oui, ou pas de passage piéton, parce que la voiture, c'est exactement ça, c'est ce qu'on essaie de faire. On peut faire ça si avant, on a mis 5 critères pour ralentir la voiture. Ouais. Elle a fait une chicane, elle a des barres sur le côté avec des gens qui ont mis de la pression, elle a un matériau de sol qui ne ressemble pas à l'enrobé, elle a encore un petit chicane, elle a tel truc, et là, elle arrive sur un endroit où les gens traversent, sans se poser la question, avec ce qu'on appelle une bande centrale, c'est-à-dire une bande un peu de refuge, mais qui est mais la voiture est invitée dans ce monde-là. Elle passe, mais c'est pas son monde. C'est pas son monde, ouais. Et ce qu'on fait en France, c'est qu'on met un des 5 critères. C'est pas suffisant. On met un ralentisseur. D'accord. Et un ralentisseur, c'est pas suffisant. Parce qu'elle réaccélère, ou elle dit, bon, on empêche un peu, elle râle. Elle n'est pas dans l'équilibre. Voilà. Et ça, c'est l'avenir. Cette valeur de 5, elle vient d'où? Je dis 5, il y en a plus, mais oui, je vois que tout de suite, tu vois non, mais est-ce que... Non, mais ça vient dans d'autres pays, oui, ça vient des tailles, mais en tout cas, il faut toute une série d'actions
Et ce qu'on a tendance à faire, c'est à faire une seule action. Et ça, c'est pas Oui, suffisant. d'accord. Voilà. Et quand on fait ça, ben là, ça ouvre un pan fou pour dessiner justement l'espace public différemment. OK. Où il n'y a plus de passage piéton, où on tient moins la main de ses enfants, ce qui est quand même un signe qu'il y a un problème, parce qu'on a peur des voitures, c'est Ouais. normal, donc on les retient, ça c'est notre quotidien, et c'est pas normal, ça c'est un échec total, total. Mmh. Et donc on peut quand même vivre dans des villes où il y a une harmonie entre les deux, et on y croit beaucoup, si on classe cette zone en 10 km/h, et que bien sûr, les utilisateurs des voitures sont aussi des parents, donc à un moment, on va avoir assez de codification pour, de toute façon, même s'ils veulent aller plus vite, ils ne pourront pas. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Mmh. Barcelone a tenté des choses comme ça, qui sont Ah oui? vraiment intéressantes dans ce qu'on appelle les super blocs. Ils ont dans des choses qui ressemblent vraiment à Lyon, ils ont enlevé un carrefour sur deux. Un carrefour sur deux est devenu entièrement piéton. Une voie sur deux de la trame Moran qui est derrière du 6e arrondissement est devenue piéton, avec des aires de jeu, des aires de sport, en préfiguration. Et c'est devenu des squares. C'est une Trop bien. transformation puissante. C'est le seul moyen, ce niveau d'intervention, c'est le seul moyen justement d'acclimater la ville. C'est-à-dire, il faut des réponses qui ne sont pas des réponses juste de plantation entre voitures. Il faut des réponses majeures où il faut dire 50% de l'espace public est redonné à d'autres choses que la Mmh. voiture. C'est ce niveau-là de réponse qu'il faut avoir. Sinon, on n'y arrivera jamais. En fait. Ouais. Donc, c'est tout un schéma mental qu'il va falloir représenter. Et puis, même pour les élus, c'est pas un schéma qu'ils ont, parce on sait qu'on avance par 1, 2, 3%. Mmh. Non, il faut faire des sauts de 50% complets. Ah oui. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On essaie de promulguer à l'agence par des recherches, des choses comme ça, de publier sur ça, faire des publications sur ces choses-là, Ah et oui, de vous faites aussi, mettre en réseau des choses, prendre les bons anthropologues au bon endroit pour nous aider à étayer ça, et de regarder quelle maire est OK pour faire ça, et on y va. Voilà. Et c'est là où on arrive à faire des grands sauts. OK. Tu as un exemple de grands sauts, Il y en a, Anne Hidalgo, même si tout le monde lui tombe dessus, la pauvre, elle a fait des grands sauts à son niveau, à l'échelle de Paris. Quand même, Rivoli et vélo quasiment piéton maintenant. Il faut imaginer ce que c'est, Rivoli, Mmh. il y a 10 ans. Donc ça peut poser plein de questions, plein de problèmes de report et tout, mais quand même, c'est des grands sauts, ça. C'est des Mmh. grands systèmes très courageux. Euh, et ensuite, on travaille à Juvignac, dans une petite ville qui est à côté de Montpellier, qui est dans la OK. périphérie de Montpellier, qui est une ville, on va dire, nouvelle. C'était 150 habitants il y a 50 ans, et maintenant c'est 11 000 habitants autour d'un centre commercial avec que des lotissements. OK. Pas de centre-ville, une mairie, une école, tout ce qu'il faut, SimCity, euh, qui était au milieu des vignes. Entrée principale de Montpellier en voiture, sur la rocade, des voitures partout, des gens dans les lotissements avec des piscines. On ne peut pas lutter dans l'espace public contre ça. Ouais. C'est trop attractif, le jardin privé par rapport à l'espace public. Et un maire qui se retrouve confronté, bien sûr, à la montée du RN forte, et qui veut lutter contre ça. Et qui, lui, pense que le seul moyen de lutter contre les extrémismes, d'un sens ou dans l'autre, c'est de se faire rencontrer les gens et de voir qu'il n'y a pas de différence, en fait, et que ça va bien. Et donc, il dit, moi, je vais miser sur la ville relationnelle, c'est-à-dire mettre tout en place pour arrêter la sectorisation qui est l'emblème du lotissement. Mmh. Et donc, c'est ce il nous mandate pour ça. Donc, on déconnecte les voies principales, en tout cas en projet. Tout ce qui est rond-point est arasé complètement. Il y a des fontaines au milieu avec des aires de jeu. Et les voitures arrivent là-dessus et elles doivent se débrouiller. Ça pose plein de questions sur le risque, justement. Ouais. Parce qu'il y a la prise de risque, le bon niveau de risque. Voilà, et comment on est attractif autour des écoles, comment on retient les gens, comment ils sont là. Et donc, la voiture voit des gens dans la ville. Ils sont pas sur les trottoirs, ils sont au milieu. Et donc, c'est tout ça qu'on recherche avec eux. Et il a aligné son service, ses élus, ses directeurs de service, pour tenter ça, d'aller voir les commerçants. Alors, tu voudras sortir une terrasse, ça t'intéresse, on va t'aider. Donc, ça va créer de la pression positive sur l'espace public, ça va créer de la vie, ça va retenir des gens. Et donc, plus il y a de gens, moins les voitures sont bien tenues, et ainsi de suite. OK. Donc ça, c'est nouveau, ça n'existe pas en Ouais. France, et c'est l'avenir. Ah, c'est génial. C'est génial. Et donc, il pense que on ne sait pas si ça va marcher, mais en Ouais. tout cas, lui, il y va. Il va jouer ses élections là-dessus, bien sûr, mais il a beaucoup de courage là-dessus, et c'est à travers, on va dire, une conviction politique. Mmh. Et ça nous donne beaucoup d'énergie pour l'aider.
Et puis là, si on retourne sur la question de l'évaluation et de l'impact, il y a un vrai objectif identifié au départ. Donc c'est pas très compliqué de mesurer l'impact à moyen Ah terme, ouais, quoi. ouais, très. Et l'impact sera forcément positif. Ouais. Par contre, le risque, il est il y a un petit accident, Mmh. à un moment, et là, le château de cartes peut s'effondrer. Ouais. Mais il faut trouver le bon niveau, il faut y aller petit à petit. La rupture franche est pas possible. Il faut acclimater les gens à cette transition et donc préfigurer Mmh. fortement pour leur permettre de montrer qu'ils ne sont pas exclus de la démarche et qu'ils sont acteurs de la transformation par leur présence dans l'espace public. OK. Ça, c'est vraiment important, je pense. Enfin, Et du coup, ouais, c'est quoi un peu, les différentes contraintes qu'il y a en lien avec les usages toujours, oui. dans ton métier? Donc là, on parle des risques forcément. Ouais, C'en est une? il y a alors, Faire attention. il y a plein de risques. Il y a le risque, alors déjà dans l'étude, il y a le risque financier, Ouais. faut trouver le bon projet avec la bonne enveloppe, ce qui est pas évident parce que sinon c'est des résultats un peu à la fin. Il y a le risque, on va dire de se planter, on en a déjà parlé, de pas trouver le bon dessin et d'être, de surprogrammé, d'user, voilà, ça c'est un risque un ratage, on va dire, de de toute la démarche qu'il y a eu amont. Mais globalement, ça, normalement, on doit le maîtriser. On le maîtrise pas trop mal, je pense. Le risque, il est effectivement le risque de l'accident, Mmh. qui est très présent, qui est latent. Notamment, nous, on fait beaucoup d'aires de jeu Mmh. pour les enfants, toujours dans cette même démarche de l'émancipation et de la recherche du test un peu et de l'imaginaire, qui est quelque chose qui nous anime depuis longtemps. On passe quand même beaucoup de notre temps à regretter un monde un peu passé où c'était plus spontané. Ouais. On voit que beaucoup de gens sont là-dedans, ce qui explique pour nous beaucoup la crise identitaire que les gens ont avec le repli sur soi. Ça va trop vite, c'est trop compliqué. Ils comprennent pas et ils se raccrochent à des valeurs qui leur semblent être pérennes, notamment les fêtes de village, voilà, des espèces de clichés comme ça, il y a beaucoup de ça. Mmh. Et du coup, sur les jeux d'enfants, je parle de ça parce qu'on veut essayer de recréer beaucoup d'imaginaire. C'est que les enfants se créent leur imaginaire et pas qu'on leur donne un imaginaire, notamment par les jeux vidéo, Mmh. c'est-à-dire qui est puissant. On ne peut pas lutter contre les jeux vidéo. C'est hyper puissant. Ouais. On ne peut pas faire mieux. Nous, avec notre pauvre projet de paysage. Mais justement, l'imaginaire de jeux vidéo, c'est un imaginaire servant. On leur sert. Ouais. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à ce qu'ils créent la situation d'imaginaire, qu'ils s'inventent leurs histoires le plus longtemps possible. On voit que ça ne tient pas longtemps dans l'enfance. Ça dure quelques années. Mmh. On se crée son système imaginaire qui a sans doute beaucoup d'effets pour plus tard, qui peut mesurer, mais qui conditionne toute sa vie. On croit beaucoup à ça. Et donc, pour des urbains qui sont moins peut-être dans des explorations ou des mises en condition de nature pour tous les petits campagnards, même si c'est un peu cliché, mais quand même, et ben, il faut trouver des lieux où ils peuvent être en expansion et s'inventer ces mondes. Et c'est pour ça que les macro-aires de jeu sont intéressantes pour ça, comme à Blandon, Ouais. où on peut se cacher des parents, où on se teste en risque et tout. Mais le risque de ça, c'est le risque de... ça peut être un peu limite, des fois, ils peuvent se faire potentiellement un petit peu mal, ou même si c'est dans la norme, donc il faut trouver le bon niveau. Et donc, bien sûr, ce qui nous inquiète, c'est la chose qu'on n'a pas prévue, une chute forte, un détournement de quelque chose qu'on n'a pas prévu et qui est un vrai accident. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'inquiétude permanente. Oui, parce que, dans le fort à Blandan là, du coup, c'est ce que vous recherchez, que ce soit caché des parents. Et Exactement. du coup, ça génère peut-être un peu d'anxiété côté parents Exactement. Et de c'est pour les s'il se passe quelque forcer, chose, c'est pour les forcer à lâcher leur portable. Et c'est l'avenir de coup, c'est ce qu'on cherche. Là, on cherche maintenant à faire des lieux, on va dire, de co-ludicité, on appelle ça un peu, c'est-à-dire entre parents et enfants. Parce Ouais. qu'actuellement, les parents sont très, on va dire, exclus du système des jeux. Mmh. On est là pour les surveiller, mais globalement, ils sont sur leur portable. Et ça, c'est pas possible. Parce que c'est pas, il faut quand même surveiller son enfant. Et deux, il n'y a pas la communication qui s'établit comme on pourrait l'établir dans un lieu. Et donc, ce qu'on cherche, et on ne sait pas encore complètement, c'est comment on fait un lieu où tout le monde est acteur de ça. Les parents font la même chose que les enfants ou pas, ou font du sport en même temps, au même lieu, et pas partitionnés. Voilà. Mmh. Et comment, vu qu'on a une réduction du temps disponible dans la vie, globalement, eh ben, il faut essayer de maximiser ce temps ensemble, notamment. Et ça, c'est des recherches qu'on fait.
Et Blandan n'est pas le bon exemple pour ça, où on est très acteur du truc, mais ce que porte Blandan, notamment ce fort, cette vague des remparts, c'est le test du risque, Ouais. où les enfants ont moins peur que les parents. Voilà. Mais tout ça dans la norme. Donc, et ça, c'est un aliment de planète, de la maîtrise d'ouvrage, qui a bien voulu, et ainsi de suite. Voilà. Donc, des airs comme ça, il n'y en existe pas trop d'autres en France. Mmh. Tu parlais de récit narratif, donc là, vous Oui. êtes allé défendre ce projet-là. Voilà, on a laissé défendre ce projet-là en disant ça ne ressemble pas à un bateau, ça ne ressemble pas à un avion, ça s'appelle la vague des remparts, ce sont deux mots qui n'ont rien à faire ensemble, parce que ça nous faisait penser à une vague de surf, et à la fois c'est le rempart du château, on a accolé deux choses, et c'est une expérience de vertige pour les enfants et de dimension aussi. Donc les enfants voient entre 3 et 4 fois plus grand les choses que les adultes, Oui. c'est ça le rapport. OK. Ça, on a tous des souvenirs un peu comme ça, Ouais, on ouais, revient ouais. sur Je des savais sites. pas qu'il y avait Et c'est très déceptif. mesure, ouais, OK. Moi, je vois très bien mes toboggans à la bourboule qui sont minuscules, en fait. Et donc là, on se dit, ils arrivent sur l'espace de Blandan, qui fait 10 mètres de haut, ils le voient à 30-40 mètres. Donc, il y a un côté impressionnant. Et on aime beaucoup cet ancrage à les lieux. Et pour ça, par exemple, le parc de la Tête d'Or est très puissant pour ça. Parce que le parc de la Tête d'Or, c'est une sorte de nurserie de tous les Lyonnais, où il y a beaucoup d'activités, il y a le zoo et tout. Et pour l'imaginaire des enfants, c'est très, très fort. Et on a du mal à refaire des parcs d'une telle ampleur, parce qu'il n'y a plus le foncier pour ça. Et donc, plus on fera des éléments XXL, plus ça marquera aussi, on pense, et plus on peut s'inventer des mondes à l'intérieur. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça un peu notre démarche. Et là, on en livre un autre, justement, à Confluence, qui s'appelle le Caterpillar, qui est une espèce de chenille qui monte en filet jusqu'à 10 mètres de haut, qui descend en toboggan assez raide. Voilà, ça va être un peu costaud aussi. Trop bien. Et on l'ouvre début juillet, et la grande peur, c'est la peur de l'accident, bien sûr. Ouais. Parce qu'on pense à tout, mais on ne pense pas à tout, quoi. Ouais, c'est ça, Donc, ouais. c'est la grande peur. Le risque, il est là, le risque, il est sur la chute. Parce qu'on se bat pour pas mettre des garde-corps partout dans la ville, qui est une acceptabilité du risque. Mmh. Et c'est là où ça nous différencie aussi énormément de nos voisins anglo-saxons, ou en tout cas nordiques, ou dans les États fédéraux. On ne renvoie pas à l'État. On a une responsabilité en tant que parent, par exemple, forte dans les aires de jeu en Allemagne et tout. C'est pour ça que les aires de jeu sont très, on va dire, beaucoup plus simples en Allemagne, beaucoup plus brutes, avec du bois, où on peut s'écorcher et tout. Parce qu'en fait, l'État ne prend pas la responsabilité, alors qu'en France, on renvoie tout à l'État. Ah oui. Et OK. donc, forcément, Ouais, l'État se blinde et renvoie des normes à tout le monde, et ça formate la réponse. Ce qu'ils font des aires de jeu, de catalogues en plastique, qui sont bien, mais qui sont très formatés. Tout ça, c'est la réponse d'un système. D'accord, ouais. Alors que dans les autres pays, il y a une responsabilité beaucoup plus forte qui est donnée aux parents, dans la responsabilité d'avoir détourné les Oui. choses. Et donc, Si tu as peur de l'accident, tu vas pas dans cette aire de jeu-là. Et tu puis voilà, ou tu es responsable de l'avoir surveillé Ouais. et tout. Et donc, ça conditionne tout. Ah oui, c'est Et intéressant, c'est ouais. pour ça qu'on voit en Allemagne ou en Angleterre même ce qu'on appelle les playgrounds, où il y a des choses avec des scies, des trucs qui paraissent complètement surréalistes. Et ça se passe bien, en fait. Et ça se passe bien. Et voilà. Sauf que si on fait ça en France d'un seul, si on transpose le modèle, C'est compliqué, c'est ouais. pas possible. On va avoir des procès. Donc, il faut trouver le bon niveau de cheminement pour arriver à l'acclimatation des personnes, pour comprendre ce système-là et de se le tenter. Et cette notion du coup, d'être un peu différenciant et de faire ces structures XXL, Oui. je me dis ça doit jouer beaucoup sur l'aspect, tu l'as dit, hein, mais marquant. Moi, le thème du podcast, c'est les expériences mémorables. Ouais, bien sûr, Donc, tu exactement. vois, je pense que ça rentre bien dedans. Exactement. Oui, c'est un double niveau. C'est un marqueur pour singulariser les espaces. Ça, je pense que la ville a besoin de ça. On a une ville qui tend vers beaucoup d'homogénéité. C'est plutôt bien, la ville est assez intéressante, mais les critères, on va dire, de singularité des villes tendent à s'estomper, parce que la production architecturale est un peu la même partout, du nord au sud. Donc il y a peu de régionalisme par rapport au marché du matériau et tout, même si on va y revenir grâce au réchauffement climatique. C'est les bons effets du réchauffement climatique, c'est-à-dire ça met tellement de pression qu'on ne pourra plus construire à Marseille comme on construit à Lille. Donc c'est-à-dire qu'on revient sur des systèmes plus régionalistes, et ça, c'est très intéressant. Ça redonne du caractère aux villes. Et nous, ce qu'on aime, ce qu'on a tous en commun, c'est d'aimer les caractères différenciants des villes,
alors que tout ce qui se construit est globalement très Ouais. homogène, et il y a peu de points saillants là-dedans. Et Ok. donc, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des contrastes. Il faut contraster les espaces publics, il faut contraster les lieux pour effectivement retenir les gens, que ça soit marqueur, et ainsi de suite. Il faut se forcer à ça. Et ça, c'est pour ça qu'on peut surfer sur ce côté régionaliste lié au réchauffement climatique qui est très intéressant. Lyon est la ville qui se réchauffe le plus en France. C'était Ah pas ouais. prévu. Donc, quand on fait un projet à Lyon, entre Lyon et Lille, les différences vont être très très marquantes. C'est très dur d'installer des arbres ici, c'est beaucoup plus simple là-haut, et Ah c'est pas ouais. les mêmes. Et ça y est, ça se différencie fortement, Ok. beaucoup plus Ouais. qu'avant. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, donc il y a une vraie adaptation au Il y a une vraie contexte qui est adaptation, géographique en et si l'occurrence. on Ouais. transforme ça en élément positif, parce qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété, et il faut se dire que peut-être ça va aider à des réponses singulières, et ça c'est bien. Mm. Ça c'est super. Ouais, ok. Donc, je ne sais pas si ça fait de l'expérience, Ouais, ouais, ouais. mais quelque Bah part si, ça si participe, ça parce que fait ça des participe à l'identité. Ouais, exactement. Et je reviens sur cette idée que en fait, les gens sont très anxieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de repli sur soi sur ne pas comprendre le monde. Il est trop complexe. Et du coup, ils ont besoin de se raccrocher à des choses qui ont des limites proches. Mm. Et celles-ci doivent être assez claires et assez identitaires d'un lieu. Et c'est tout ça qui est brouillé pour l'instant. Donc, il faut essayer de trouver le bon niveau par rapport à ça. Et le paysage, c'est vraiment son rôle. Ok, Voilà. top. J'ai une dernière grande Oui, question avant de passer à mes petites questions de conclusion. ouais. C'était ah non, j'en ai deux. Attends. Bon, je pose déjà celle-là. Attends, je suis perdue. Ah oui, 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 c'est ça. Qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure des nouveaux usages, des Oui. usages qui changent très vite. Je pense, au vélo de plus en plus présent, on en a parlé un petit peu, les trottinettes électriques quand c'est arrivé, le smartphone, encore avant. Est-ce que dans ton métier, tu vois enfin, comment tu les captes ces nouveaux usages? Comment tu t'y adaptes? Comment tu t'assures que tu en as pas loupé? On en loupe ça. Alors, c'est toujours cette histoire du rythme, c'est-à-dire, les nouveaux usages arrivent beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire l'espace public doit réceptionner, beaucoup plus de désirs qu'avant, Mmh. au sens large, hein. Je donnais cet exemple des pique-niques dans l'espace public. Moi, quand j'étais étudiant en 95, ça ne m'est jamais arrivé d'aller pique-niquer dans l'espace public. Jamais. Ah ouais. Ça n'existait pas. Et ensuite, dans les années 2000, on s'est donné rendez-vous dans l'espace public. Ça, c'est lié c'est ma théorie, à l'arrivée des textos, OK. qui permet de se repérer De et de savoir se où on donner se rendez-vous retrouve, très rapidement, alors que le coup de fil, tu peux plus. Voilà. Ça, c'est ma théorie, mais je pense que ça a un effet. Donc, on voit que le un système en numérique, entre guillemets, transpose ce transpose-là, et pareil pour tout le reste. Effectivement. Et notamment aussi pour la manière de se repérer. Avant, personne n'avait accès à des plans Mmh. et des images aériennes. C'était réservé à Ah une oui, c'est élite de vrai. concepteurs. Et maintenant, c'est à la donnée de tout le monde. C'est quelque Ouais, chose de c'est vrai. dingue. Dingue. Je n'avais pas Et réalisé, dans la mais ouais. transposition de voir la ville d'en haut, avant, c'était réservé aux concepteurs Mmh. ou aux géographes, et pas du tout à tout un chacun. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment à prendre en compte. Et notamment, le cauchemar pour nous, c'est Waze. Waze est un cauchemar pour la considération de la ville, vu que Waze, ça ne permet pas ça chante les systèmes de boucles de circulation. Et donc, on se retrouve dans des micro-endroits avec des bouchons, parce que Waze a décidé de faire passer tout le monde là. Et D'accord. Waze est très compliqué et ne peut pas rentrer dans les logiciels de calcul Ah oui, des boucles et tout. Donc, OK, Waze est très compliqué à gérer par exemple. Et intéressant. c'est pour ça que beaucoup de gens râlent aussi, des fois, se retrouvent tous ensemble dans des chemins, parce que ils se sont fait avoir par le truc, et que finalement, à une minute près, il valait mieux prendre la grande route. Bon, en tout cas, mais on subit quand même pas mal ça. Et du coup, la question, Comment on c'était s'y comment on s'y adapte? adapte. Voilà. Voilà, comment on s'y adapte. On regarde tout ça, on le met dans une besace, et on regarde déjà si le programme qui a été fait, dont on a parlé tout à l'heure, le programme de l'appel Mmh. d'offres ou du concours, a pris en compte ça ou Oui. pas. Et s'il l'a pas pris en compte, on essaie de le prendre plus en compte. Euh, Globalement, on subit ça. C'est-à-dire, si je
prends l'exemple des trottinettes, c'est arrivé, ça a disparu presque. Et à un moment, on a mis en place, et ça a mis longtemps, des lieux pour parquer, parce que je pense qu'il a fallu qu'ils négocient avec les gars des trottinettes, pour qu'ils négocient le logiciel, pour qu'il y ait des parkings et que les gars puissent pas. Tout ça, ça nous échappe totalement. Voilà. Par contre, ça consomme de la place, forcément, un petit peu plus. Mais je dirais que il n'y a pas d'éléments marquants, structurants qui vont changer toute la perception de l'espace public, qui vont arriver d'un coup comme ça, parce que tout le monde se met aujourd'hui à n'importe quoi, à pique-niquer sur les parkings, voilà. Ça s'adapte quand même. On a toujours un peu de réserve foncière, on peut toujours enlever 3 voitures, et ça suffit pour pallier. Voilà. Par contre, ça reste de l'accumulation. C'est-à-dire, on enlève des voitures pour mettre à la place des parcs de ça. On essaie de faire passer des vélos dans la rue, c'est super, mais en fait, il n'y a pas la place La pour faire largeur, passer elle la est pas largeur. extensible. Voilà, parce que ça n'a pas été prévu. Donc, ça, c'est des questions un peu de politique, en disant, ça passe pas là, c'est trop serré, en fait, ça, c'est une voie voiture, puis la rue d'à côté, c'est une voie vélo. Et ça, c'est pas en place, c'est une voie vélo, c'est déconnecté, totalement. Et puis, il y a qu'un riverain pour aller se garer, un moment qui peut rentrer, mais c'est tout. Ça, c'est le seul moyen d'équilibrer la ville, c'est de prendre des grandes décisions, c'est ce fameux 50% de faire des sauts forts, et là, ça rééquilibre. Sinon, on n'est que dans l'accumulation et dans le bricolage. Des patchs un petit peu. On est dans le bricolage, et à un moment, c'est suréquipé, et c'est vraiment intéressant de regarder les photos quand même d'espace public dans les années 70, où il n'y avait rien, il n'y avait pas de panneaux, il n'y avait rien, c'était très libre. Et comment, là, l'espace public est suréquipé, étouffé de choses, dans tous les sens, avec les voitures qui grossissent de plus en plus, qui est l'inverse du monde. Tout ce mini-Ferrari devient de plus en plus petit, et les voitures grossissent en largeur, donc prennent plus de place, avec des normes de stationnement qui sont de plus en plus étroites. Donc là, par exemple, on a une sorte de paradoxe à cause des SUV à régler, qui pose un gros problème dans l'espace public, qu'on n'avait pas prévu. Les SUV ne rentrent plus dans les places de parking, qu'on a essayé de réduire au minimum, voilà. Alors qu'une Golf en 1980 rentre, mais large. Voilà, c'est pareil, tous les parkings souterrains étaient dimensionnés pour des véhicules intermédiaires, et donc tous les SUV ont du mal à rentrer dans les parkings souterrains qui ont 20 ans. Parce que les places sont trop étroites. C'est le cas du bâtiment ici. C'est le cas du bâtiment. À chaque fois que je dois regarder dedans, j'ai peur. Alors, c'était déjà bien serré. Mais, et donc ça, j'ai envie de dire, on ne peut pas résoudre ça. Nous, on peut juste dire, voilà les décisions qu'il faudrait prendre pour délester. Il faut faire des actions fortes. Ok. Ça me fait penser à, dans le domaine du logiciel, tu vois, c'est ces logiciels très anciens où petit à petit on a rajouté des fonctionnalités. Et ça s'accumule, et puis du coup il y en a partout et on comprend plus du coup quand Internet, voilà, aussi. Mais des fois d'être dans les logiciels métiers qui sont devenus très complexes au fur et à mesure du temps. Et puis un jour on se dit c'est plus possible, on fait une refonte. Alors nous, on peut se permettre dans le logiciel d'écraser le logiciel. Là, on ne peut pas écraser un quartier. Enfin, on peut, mais l'impact, c'est quand même énorme, quoi. Et du coup, repartir de zéro en tenant compte de tous les besoins à l'instant T. Et puis, on sait que dans 20 ans, il faudra recommencer, quoi. Exactement. Nous, on a un métier de rénovation globale. C'est-à-dire le métier de création d'un lieu où il n'y a rien, on est sur les champs, ça n'arrive jamais, ça n'arrivera plus, vu que maintenant, il y a le zéro artificialisation net, c'est-à-dire on bloque la ville, elle ne peut plus s'étendre. Donc, il faut faire avec ce qu'il y a. Donc, ça crée beaucoup de pression. Elle ne va plus pouvoir trop s'étendre. Et donc, on est dans la rénovation. C'est comme un rénovation d'un bâtiment. Il faut le faire au mieux, en faisant des grandes décisions. On pète les cloisons, et puis on fait une grande pièce. Quoi. Et pour ça, il faut étayer, il faut bien prendre la décision. C'est pareil, on fait 2 accès différents à 2 endroits, alors que c'était une vieille maison qui avait qu'un seul accès, un peu sombre. C'est la même chose. Et à la fin, souvent, quand on a fait une rénovation, si elle est bien faite, on se dit c'est incroyable. Parce qu'à la fois, on est ancré dans l'histoire et le passé, et on a les matériaux du passé. Et ça, c'est ce qui rassure. Et ça, c'est beau parce que c'est de la patine. Et on a par contre des fonctionnalités contemporaines. C'est ça qui est fort dans la rénovation, quand c'est bien fait. Ce qui est plus dur à faire, c'est un nouveau bâtiment où tout est neuf et il n'y a pas de patine. Et là, on a plus perdu. Et les matériaux sont souvent différents. C'est pas de la pierre, c'est du béton. Et on a un rapport très particulier à ça. Donc, faire du paysage, c'est souvent la rénovation.
on s'ancre sur ce qui existe, sur les usages et tout, et on les re-update de niveau contemporain en faisant une grande innovation. À la fin, souvent, on se dit « Ah ouais, c'est incroyable ». Et là, on est très aidé par Street View, qui est un super atout pour nous. Pour l'analyse, j'en ai pas parlé, mais on regarde beaucoup ça. Ce sont tout ce qui est maintenant en ligne et qu'avant on devait aller chercher dans les archives. Maintenant, tout est en ligne, on peut comparer toute l'histoire, les photos aériennes anciennes. Ça sert énormément de remonter le temps. C'est un gros outil pour nous de remonter le temps, toutes les photos aériennes, pour toute l'histoire. Par l'M7 du site, c'est un outil très très fort. Et ensuite, Street View qui permet de regarder comment le site a évolué depuis 2008. Ah oui, on peut revenir dans le passé avec il Street a View. remonté le temps. Je savais pas. Remonter juste au niveau de la date, il faut cliquer, et on revient, et on voit toute l'évolution de l'espace public. Trop intéressant. Et c'est super parce qu'on voit des choses qui sont acquises, et ça nous donne beaucoup d'arguments quand on va voir des élus. Alors, regardez cet endroit, allez, on revient 8 ans en arrière, il y avait des véhicules là, et pour les gens aussi. C'est pour toute la concertation. Ça s'habitue très vite en fait. Ça s'habitue très vite, on oublie et tout. Et avant, il y avait des voitures partout sur la place des terreaux, par exemple. Partout, il y avait des trémies au Garibaldi, c'était comme ça. Et il y a eu beaucoup de tensions sur et maintenant, c'est même pas un sujet. Donc voilà. Et Street View est très puissant pour ça. Je connaissais, je savais pas cette fonctionnalité. Il faut cliquer dans la date. J'irai voir. C'est génial. Et ça nous aide aussi sur la croissance des arbres, c'est-à-dire on voit comment les arbres se développent en ville. On les voit à la plantation, et moi ça m'aide à l'intérieur de l'agence pour des nouveaux arrivants, en disant, tu sais, un chêne planté, il a cette tête, puis tu vois, à 10 ans, dans des conditions, celle-ci, il sera comme ça. Regarde. Super. Mais ça me fait en tout cas le lien avec le logiciel, là, il est assez fort tu parles de rénovation. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est des refontes. Alors, pour le coup, on ne garde pas les murs, quoi. On va vraiment repartir de zéro. Mais par contre, souvent, l'enjeu, c'est de ne pas perdre les utilisateurs qui connaissent et qui aiment d'ailleurs le logiciel, qui ont leurs habitudes. Et donc, d'apporter de la nouveauté. C'est ça, exactement. Et leur apporter de la nouveauté, un look plus sympa, des parcours plus fluides, encore une fois, et des nouvelles fonctionnalités, mais tout en gardant l'esprit quand même du logiciel qui fonctionnait, qui était adapté aux usages. Est-ce que vous avez une gentrification du logiciel? Nous, on a la gentrification, c'est vrai, nous, ça a des effets un peu négatifs des fois. C'est monter le prix des loyers. C'est vrai. Vous n'avez pas ça? Je crois pas. Il faudrait que j'y réfléchisse si j'arrive à trouver un parallèle avec la gentrification. Dernière petite question avant de passer vraiment à la conclusion, c'est est-ce qu'il y a des éléments communs que tu retrouves, que tu sais ça participe à l'expérience utilisateur, qui marche globalement sur un peu tous les projets, ou des choses que tu te dis ça c'est vraiment important dans quasiment tous mes projets, quoi. Bon, en tout cas dans un contexte similaire, si on prend l'exemple du parc pour enfants, ou si on prend l'exemple de l'aménagement des berges. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui reviennent, qui sont vraiment importantes? J'ai du mal à répondre à cette question, vraiment. Les thématiques reviennent, bien sûr. Rapport à la nature, rapport à l'enfance, c'est-à-dire comment on prend en compte les enfants, c'est un grand sujet pour nous, parce qu'on pense que c'est tout le monde. C'est-à-dire, si la thématique, c'est le genre au sens large, c'est-à-dire ça revient dans tous les projets. C'est-à-dire comment on essaie de faire des espaces non genrés au bon sens du terme, au sens ouvert pour non genrés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de que ce soit pour les personnes âgées, pour les filles, pour les ados, et ainsi de suite. Donc ça, c'est inclusif, quoi. Inclusif au sens large, effectivement, c'est le meilleur terme. Et là-dedans, on met les enfants. Tout ça, c'est le package. Et ensuite, du coup, on se pose des questions, on vient de parler depuis 1 heure, sur quel est le bon niveau d'intervention et quels outils on met en place pour on arrête l'évaporation des filles de 10 ans dans l'espace public, quoi, qui disparaissent. Quoi. Donc, les gars restent, mais les filles, elles disparaissent. Elles ne sont pas là, dans l'évaporation des jeunes ados dans l'espace public. Comme les personnes handicapées, les personnes obèses. Et encore, on essaie de les prendre en compte le plus possible, et on les prend plus en compte que les jeunes filles. Ah ouais, vraiment. Donc, comment on fait, quoi? Quels sont les outils? Et ça, c'est très compliqué, parce que là, ça vient chercher des questions de sociologie fortes et tout. Donc, par exemple, on a des petits outils, on ne met jamais une aire de sport, on en met 5. Comme ça, on sait que s'il y a un groupe de filles qui veut jouer, il y aura toujours un espace libre par rapport aux mecs qui foutent la pression sur l'autre terrain.
des trucs comme ça. Ok. Où, c'est toute une série d'éléments qu'on s'invente, mais qu'on s'invente en lisant des revues, mais il n'y a pas de revue là-dessus. Donc, on Ouais. croise des données et on s'invente ces outils. Et ça, c'est un système récurrent sur tous les projets. Voilà. Et ça non plus, il y a pas spécialement d'évaluation a posteriori de voir si ça marche? Il y en a sans doute, la Ouais. métropole le Ouais. fait, mais on n'est pas au courant, on n'a OK. pas de retour, on n'a pas de retour Ouais, parce sur que notre ça serait élément. même pour pour derrière le continuer à le faire ou Exactement, s'adapter, donc ce serait vachement intéressant. on regarde ce qui se passe, ce Mmh. qu'on a construit, mais ça, c'est très a posteriori. Ouais. Voilà, mais après, souvent, on a les bonnes intuitions. C'est des choses très bêtes. Et surtout, il faut l'autre élément qui est commun à tous les projets, c'est casser nos réflexes, nous, concepteurs, Mmh. en interne. C'est-à-dire, on est blindé d'a priori et de réflexes. Normal, Ouais. on nous a appris ça, c'est l'école, c'est notre société. Et ben, le travail que moi j'essaie de faire avec mes équipes, c'est de casser nos réflexes de jugement. Voilà, et notamment sur la question effectivement du genre, on a beaucoup de réflexes. Ouais. Parce qu'on va pas assez loin, parce qu'on se dit pas que c'est possible, ou on n'y pense pas. En fait. On n'y pense pas. Donc, j'aime bien, il y a une image que j'aime bien, c'est dans ça, c'est on a tous visité Lascaux avec toutes les peintures rupestres faites par Mmh. les hommes préhistoriques, et je pense qu'on a tous en commun de pas imaginer que ça puisse être des femmes qui l'ont peint. Inconsciemment, Ouais, c'est que des hommes qui l'ont peint. c'est vrai. Ça, je me dis, ça, ça dit tellement. Alors que tous les jours, on se pose cette question, ben on imagine, si on pense à Lascaux dans un autre domaine, Ouais. on va jamais imaginer qu'il y a plein de femmes là qui essaient de dessiner et puis que les hommes font je sais pas quoi d'autre. Mmh. Non, ça sera toujours les hommes parce qu'on nous a marqué ce Oui. truc-là. De toute façon, c'est l'homme préhistorique. La femme Voilà, et en préhistorique, plus, elle n'existe exactement, pas. c'est l'homme préhistorique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça, je pense, c'est applicable à tous les domaines. On se Ouais. rend pas compte de nos réflexes. Et donc, voilà, on essaie de lutter contre ça, et ça dans tous les projets. C'est l'outil commun, mais on cherche. Voilà. OK. Bon, bah, écoute, c'était super. Je vais essayer de résumer un petit peu Ah ce bah que ouais, j'ai compris de tout ça c'est et balèze. puis, ouais, je sais pas si je vais y arriver Mmh. et puis les liens que j'arrive à faire avec, la démarche, dans le logiciel. Donc, il y a déjà ces 2 grandes familles, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre avec, une partie, à laquelle tu peux participer en tant qu'assistant à la maîtrise Exactement. d'ouvrage, mais, qui est généralement portée par le client et qui va, faire la spec en fait de qu'est-ce qu'on attend. Exactement. Heu, Ensuite, c'est forcément une autre entreprise qui prend la maîtrise d'œuvre. Ça d'ailleurs, ça m'a turlupiné puis j'ai oublié de te poser la question, mais, nous souvent en général, on a cette phase d'exploration des besoins au début, où on va sur le terrain comprendre les usages et cetera et derrière on fait la conception et je me dis, j'ai l'impression que là, du coup, cette phase, elle est faite 2 fois parce que vous la faites quand vous êtes en maîtrise d'œuvre, mais quelqu'un l'a déjà fait avant Plus ou moins, on ne sait pas. et Exactement. Exactement. et pourquoi, quand vous avez participé à la maîtrise d'ouvrage, pourquoi vous n'avez pas le droit? Est-ce que c'est une histoire de c'est public et du coup, il faut de la concurrence? C'est ça. C'est ça? Ouais. Marché public. Parce que du coup, on perd Bien sûr, vraiment en on peut, efficacité, quoi. complètement. Parce que pour moi, c'est une grosse valeur ajoutée d'avoir fait moi-même la phase d'exploration, on appelle ça l'exploration ou la recherche Mmh. utilisateur, pour derrière faire la conception. Exactement. C'est le marché public, mais on peut le voir aussi comme si c'est bien fait en amont, les autres partent avec les Ouais meilleurs trucs et arrivent avec un nouveau bagage et on peut aller encore plus loin. et enrichissent, ouais, c'est vrai, Ouais, c'est OK. possible. Ouais, Mais c'est le marché public. OK. Donc ensuite, il y a la phase de conception où vous faites, des maquettes, donc Oui, vous creusez, donc vous recreusez, si ça va encore. si voilà, en allant, sur le terrain, en observant, donc là, ça rejoint vraiment, notre méthode à nous. Et puis avec des ateliers pour, réfléchir, trouver des idées, Exactement. confronter les points de vue, tenir compte de toutes les parties prenantes et de toutes les contraintes. Comme nous, on va tenir compte, le côté développement, est-ce que c'est réalisable dans un budget, restreint? Parce que des fois, on a des super idées, mais qui coûtent, super cher, donc Exactement. Nous voilà, aussi, nous aussi. on va s'adapter. Ensuite, la phase de réalisation, donc ça, c'est délégué, c'est supervisé, mais c'est d'autres personnes qui les réalisent finalement, comme moi avec mes collègues développeurs, hein. C'est pas moi qui vais faire le développement, mais je suis là et j'observe et surtout je réponds à leurs questions s'ils en ont pendant la réalisation pour être, pour pas les lâcher dans la nature quoi, pour pas Mmh. qu'ils soient livrés à eux-mêmes.
Et la différence principale, ça va être la phase d'évaluation qui, pour nous, est vraiment importante Ouais. et qui, vous, est Est alors vraiment peut-être, importante, c'est la maîtrise d'ouvrage qui le fait, mais en tout cas, inexistante. ouais, inexistante. OK. Voilà. Et Mais du peut-être la différence, c'est que nous, il n'y a pas ça marche pas, quoi. oui, C'est globalement, ça va être utilisé, peut-être, ça va être voilà, détourné, c'est un mais de un toute façon, c'est objet, là. c'est là Voilà. et de toute façon, c'est Ouais. là et ça sera quand même utilisé et ça sera détourné et le détournement peut être positif. Mmh. C'est vraiment la je pense un Ouais, peu la ça, c'est grosse différence. Il y a intéressant. pas ça marche pas, ça n'existe Ouais. pas ce truc. OK. Et du coup, si j'essaie de trouver un peu la spéciale sauce, Ouais, de Bertrand, ouais, ce que j'ai identifié qui revenait pas mal, c'est cette histoire d'ancrer l'expérience dans un récit. exactement. Et puis, ce qui revient beaucoup aussi dans ton discours, c'est, de tenir compte, notamment des enfants. Tu en parles beaucoup, en Oui, tout cas du coup de toutes les populations oui, oui. et heu L'attention, et puis aussi tout ce qui est autour de l'écologie, de s'adapter au changement climatique et donc au changement, enfin au contexte en fait, quand tu parlais de c'est différent à Lyon, c'est différent à Lille, donc s'adapter au contexte, et faire du sur mesure, quoi. exactement, c'est voir la ville comme un milieu vivant et pas comme une ville de plan. Voilà, comme une structure dans laquelle on force les gens à vivre dans une structure. Ouais. C'est un milieu vivant complexe, il faut l'analyser comme une population animale ou végétale. Voilà, c'est ça le et donc c'est pour ça qu'on se rapproche beaucoup de la recherche scientifique, notamment sur les déplacements animaliers. On fait un projet de recherche à Lausanne Mmh. là-dessus, avec des spécialistes qui essaient de modéliser les déplacements de 5000 espèces dans Lausanne, et on travaille avec eux pour définir comme un entrant majeur dans les projets d'urbanisme cette idée du déplacement animalier dans OK. lequel on met les humains. Et ça, c'est l'entrée dans, c'est même plus du plan, c'est du flux, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Super. Et donc, ça permet peut-être de concevoir des villes un petit peu plus aimables, Ouais. parce que là, on a transposé des modèles anciens qui avaient leur qualité, mais les gens se sentent déconnectés en fait Mmh. de la terre, des choses comme ça, et avec tous les problèmes qu'on connaît. OK. Pour le mot de la fin, Oui, est-ce que tu peux me raconter une expérience utilisateur qui j'ai serait noté. Ok. particulièrement mémorable pour toi? Oui, alors j'ai Vas-y. du mal à trouver, parce que j'avais reçu la question, Ouais. j'ai pas trouvé, mais si j'ai trouvé, mais c'est pas une expérience utilisateur heu, très particulière, mais c'est quelque chose que j'aime bien parce que je pense que ce qu'il faut arriver à faire dans la ville, c'est, ma visite de Venise, pour la première fois Mmh. où j'ai tenté d'arriver à Venise sans utiliser, Google. Et pour rejoindre mon logement, je me suis fait débarquer à un bout de Venise. Mmh. Je savais que mon logement était de l'autre côté entièrement. OK. Et Venise, c'est un réseau très complexe. Et j'ai volontairement voulu traverser Venise par repère, en essayant de capter tout ce qui me venait entre les orientations, le soleil, des rues, sans regarder de plan, et arriver à mon point de destination. OK. Et ça, c'est un peu une expérience utilisateur de Ouais, que tu t'es Venise. imposé à Je me toi-même, du suis coup? imposé et qui est assez proche de ce que je voudrais que la ville, enfin, ce à quoi la ville ressemble, c'est-à-dire malheureusement qu'on se passe le plus possible du numérique, qu'on revienne à des choses le plus fondamentales, c'est-à-dire des ressentis, voilà, qu'on utilise peut-être la question numérique pour des sujets très Mmh. particuliers, mais qu'on se déconnecte de ça et qu'on revienne à des captations, on va dire, plus fondamentales, c'est-à-dire de ressenti de l'homme par rapport à son environnement. Et que si on arrive à se repérer de cette manière-là, ça veut dire que la ville est plutôt bien faite, et qu'on est conduit dans un système intéressant, et on nous propose toujours une expérience plus lointaine qui nous permet d'avancer. Mmh. Et à Venise, il y a beaucoup ça, par toutes les vieilles places, tous les éléments. Donc, on est tout le temps en curiosité pour que on l'est. Et je suis arrivé à ma Ouais. destination. Alors, je n'ai sans doute pas pris le trajet le plus court, mais du coup, l'expérience est très puissante vu que je m'en rappelle, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Voilà. Et ça, je le transpose beaucoup à ma manière de faire du projet de paysage et de construire la ville. Et tu penses que cette expérience, elle est mémorable, sur quel, c'est quel aspect qui l'a rendue Ouais, mémorable? bah, elle est mémorable parce que plus personne fait ça, je pense. Non, et je le fais pas moi-même parce qu'on n'a pas trop le temps. Ouais, c'est son Et côté hors du commun, hors du rare. commun, alors que c'est rien du tout. Mmh. C'est rien du tout, parce que c'est juste la vie qu'on avait il y a 20 ans. Et elle est mémorable pour moi dans la constitution de ma logique de constitution de la ville. C'est-à-dire, il faut, euh, il faut arriver à se perdre, il faut prendre du risque, il faut consommer du temps, Mmh.
il faut rallonger aussi des fois des distances. Et ça crée une ville plus particulièrement. Elle est mémorable dans le sens comme un outil de transposition. Ouais, c'est super intéressant. Et qu'elle fait appel surtout au sens. Et ce qu'on nous enlève, c'est les sens et la manière de capter les choses. Voilà, moi je fais beaucoup de liens entre la médecine, enfin entre le réseau sanguin et le réseau lymphatique dans nos projets. Le réseau sanguin, c'est un peu les voitures, c'est assez clair. C'est le système occidental, on prend du Doliprane, on fait une ponction, on fait une autoroute sur le bord du cœur. Et après, il y a d'autres trucs complexes. Il y a l'acupuncture, il y a tout ça, qui active d'autres valeurs, c'est le réseau lymphatique, souvent, et qui ont des effets. On appuie là, c'est un effet là, et ainsi de suite. Et on ne comprend pas, et c'est très complexe. Et ça, je pense, c'est le paysage. Voilà. Okay. Et je crois beaucoup à ça, et ça, on peut y arriver que si on redonne de l'écoute à notre sens, nous, propres, humains, qui sommes très adaptés quand même à la situation. On est très très fort, mais c'est juste qu'on a éteint un peu les capteurs, quoi. Et donc, je pense que le paysage permet, en tout cas, si on le fait bien, d'affronter plus les choses, au bon sens du terme, de réveiller les capteurs qui sont en nous et d'être moins servant, quoi. Voilà. Et donc, Venise, c'est un peu ça. Ouais. Et tu sais, j'ai une expérience à moi mémorable qui ressemble beaucoup à la tienne, mais en négative. Ah oui. On m'a volé mon téléphone il y a quelques années. Ça arrive. Et je me suis retrouvée, alors je ne sais plus où je devais aller, mais du coup, j'avais pas travaillé. Je l'avais pas réfléchi, et surtout, elle m'était imposée, tu vois. Et donc là, il y a toute la notion d'acculturation dont tu parles qui rentre en jeu. Mais c'était angoissant, en fait, de ne pas avoir mon téléphone, j'étais perdue, je ne savais pas où je devais aller. Et je pouvais appeler personne si j'étais perdue. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte, en fait, à quel point, justement, j'étais servante de mon téléphone aussi. Hein. C'était aussi une prise de conscience. Donc, c'est pas que négatif dans cette expérience, mais c'est quelque chose de très mémorable pour moi, très fort, tu vois. Voilà. Et je comprends tout à fait. Et nous, on peut pas résoudre avec le paysage tout ça. Et effectivement, mais on ne sait pas où on va énergétiquement et tout. Donc, en tout cas, on sent qu'il y a une demande pour rassurer, de recomprendre les choses, recomprendre l'agriculture. On maîtrise. Les gens, ils ont besoin d'une maîtrise d'une communauté, d'un environnement local. C'est très clair, ça. Et du coup, ça peut passer par le numérique, mais ça peut aussi passer par juste l'expérience du corps dans l'espace, quoi. Et je crois en fait beaucoup à ça. Et je crois aussi beaucoup à la contemplation. C'est-à-dire, on n'est plus dans un système de contemplation des choses, de temps d'arrêt, d'analyse. Et il faut créer les situations de contemplation. Voilà, par plein de situations, des mobiliers adaptés, des lieux, des superpositions, des points hauts, des points bas, des lieux resserrés, des lieux larges. Voilà, et le parc Blandan est constitué comme ça, par des choses très serrées, très sombres et des lieux très ouverts. Et c'est notre interprétation du système militaire, voilà, qui a codifié ces choses-là. On n'a rien dessiné, tous les chemins, c'est les chemins militaires qui existaient déjà. On a juste contrasté ces choses-là en disant les militaires sont des choses très très serrées, ils rampent, ils affrontent les choses, et puis il y a des endroits, il y a des grands dégagements pour bien voir les choses arriver. Et ce récit qu'on s'est fait de l'histoire militaire, qui est le nôtre, on l'a transposé au chemin, ça a donné ces figures de chemin très particulières. Voilà, ça reste une histoire très personnelle finalement, où on ne nous a pas demandé de justifier, mais qui a donné la condition de lieux très particuliers. Voilà. Allez, dernière question. Qui est-ce que tu aimerais entendre au micro de ce podcast ? Oui, alors je voulais pas vous mettre la barre trop haut parce que les gens se clownaient et tout, c'est un peu dur, quoi. Non, je m'étais dit, je pense que pour compléter, en tout cas mon propos, ça aurait été bien de voir le pendant, c'est-à-dire une maîtrise d'ouvrage ou un élu. Ah oui. Pour voir un peu sur ces sujets-là, un peu quel était par rapport à la transformation de la ville, quel était un peu son sentiment. Ils sont souvent là, présents que pour une période donnée aussi, donc avec un temps de transformation qui est très court. S'ils ne sont pas réélus, ça pose beaucoup de questions, beaucoup de prises de risques, et je trouvais ça peut-être intéressant de voir quel était leur rapport à l'expérience utilisateur, eux, qui doivent être élus, et qui à la fin une sanction que nous on n'a pas, qui est en gros la réélection, les élections. Voilà, je m'étais dit que ça peut peut-être compléter pas mal mon propos en miroir, en contre-champ. Super, intéressant. Merci. Écoute, merci, c'était hyper riche, j'ai appris plein de choses sur ce domaine que je ne connaissais pas du tout. Et je vois plein de parallèles et plein de sources d'inspiration. C'est top. Super, merci Margot.
Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Retrouvez-moi également avec du contenu exclusif sur TikTok. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito@gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.